augmenter simplement là où il y a dans les zones fréquentées l'albédo, ça peut avoir des contreparties assez néfastes pour le stress thermique. La température de l'air va avoir tendance à baisser, de jour comme de nuit d'ailleurs. Euh, Par contre, le bilan radiatif va se dégrader puisqu'on va recevoir du soleil d'en haut, mais aussi d'en bas. Finalement, ces rues, en les rendant réfléchissantes, on crée littéralement un four solaire. C'est le principe du four solaire, où les parois sont réfléchissantes, on met quelque chose à cuire au milieu, sauf que dans une rue devenue très réfléchissante, ce qui est à cuire au milieu, c'est les piétons potentiellement. Voire des côtés si les façades sont traitées également. Donc, c'est pas du tout immédiat de savoir, pour un contexte comme Paris, par exemple, ou en France, si c'est une bonne idée de tout repeindre en blanc, sans parler, comme je disais, de la durée de ce traitement, puisque ça va s'encrasser assez vite Mmh. en fonction de plusieurs paramètres qu'on ne maîtrise pas forcément très bien. Et donc à l'inverse, si on suit ton raisonnement, ce serait plutôt intéressant de peindre en blanc ou dans des couleurs comme tu mentionnais en Californie avec des peintures spéciales, les toits. Et est-ce que ce serait intéressant de traiter les toits en France? Alors effectivement, augmenter l'albédo des toits, augmenter la réflectivité des toits ne pose pas du tout les mêmes problématiques puisqu'il n'y a pas de piétons. Mmh. En tout cas, beaucoup moins. On l'a pas dit à l'instant, mais aussi, au-delà de réfléchir sur les piétons, ça réfléchit aussi sur les bâtiments, qui du coup, eux aussi, vont avoir des apports solaires, toujours d'en haut, mais aussi d'en bas, donc supplémentaires. Sur les toitures, on n'a pas les mêmes problématiques, sauf à avoir un toit plus bas que les bâtiments à côté. Il y a des situations où il faut être un petit peu vigilant. Donc en Californie, ils ont été jusqu'à dire qu'en fait, maintenant c'est la loi. Ils ont une réglementation à l'échelle de l'État de Californie où pour tout local commercial construit, tout bâtiment commercial, qui sont souvent voilà, R+1, enfin des bâtiments pas très hauts, avec des surfaces de toiture assez étendues, historiquement traités avec des étanchéités bitumineuses, hein, donc plutôt absorbantes. Il faut avoir ce qu'ils appellent un cool roof, donc un albédo supérieur à une certaine valeur, ou alors une toiture verte, donc végétalisée. Ça, le voit un petit peu apparaître sur les espaces analogues, les zones d'activité en France, où les centres commerciaux se rendent compte qu'en fait, depuis 2022, quand il fait très chaud, les groupes froids qui sont en toiture se mettent en défaut, se mettent en sécurité parce qu'elles dépassent la température seuil à laquelle elles se coupent. Et c'est notamment parce qu'en fait, elles sont entourées de ces toitures en étanchéité bitumineuse, donc absorbante, et qui s'échauffent très fortement. Donc ça, c'est typiquement des surfaces qui sont traitées avec des matériaux réfléchissants, des peintures réfléchissantes. Pour savoir ce qu'il faut faire sur le bâtiment, sur un toit isolé, ça va être moins impactant sur l'intérieur. Ça va avoir un impact sur le microclimat, puisque cette chaleur sera plus stockée dans la ville, elle sera renvoyée dans le ciel. Par contre, pour les habitants, par exemple, ou les occupants d'un bureau en dessous, c'est pas tout à fait la même chose, parce que sur un toit isolé, on coupe déjà finalement la Mmh. chaleur qui serait rentrée. Alors, on la coupe encore plus en la rendant réfléchissante, la surface. Mais l'effet est beaucoup moins prononcé que Mmh. sur une tôle qui était noire qu'on peint en blanc. Ça, c'est assez évident. Et par exemple, si on l'applique au parce que Paris, il y a un gros sujet, c'est qu'une grande alors j'ai pas le chiffre, mais il y a une grande partie des toits qui sont en zinc, qui chauffent très fort. L'ordre de grandeur du rapport de la peur sur les toitures, c'est 78% des toitures ont du zinc. Ouais, donc ça chauffe très fort, pareil, j'ai pas les chiffres, mais c'est 70 degrés, ça doit être quelque chose approchant, voire plus. Ça veut dire que, il faudrait faire quoi dans l'idéal? Est-ce qu'on sait qu'il faut d'abord commencer par isoler? Est-ce que, isoler ou alors il faut peindre en blanc? Enfin, qu'est-ce Grande question. Alors, le zinc a fait beaucoup couler d'encre récemment, depuis 2-3 ans, sur il a un faible albédo, il n'est pas isolant, etc. C'est lui, la faute, c'est de sa faute si tout se passe mal sous les toitures. Alors moi, je ne sais pas dire si c'est tout est de sa faute. Ce que je sais dire, c'est qu'en fait, à la pose, un zinc neuf a un albédo très élevé. En vieillissant, cet albédo se dégrade, puisqu'en s'oxydant, le zinc devient plus absorbant finalement. La critique sur le fait qu'il soit pas isolant, moi je la trouve assez géniale, parce que pour un matériau qui fait moins d'1 millimètre d'épaisseur, on pourrait mettre le matériau le plus isolant qu'on connaisse, et même lui ne fournirait pas d'isolation efficace pour ce qu'il y a en dessous. Finalement, on lui a jamais demandé d'être isolant, on lui a toujours demandé d'être
même pas d'être étanche, puisque c'est pas étanche, mais d'empêcher la pluie de rentrer sur une pente faible. Normalement, les habitats sous les toits parisiens historiques, il y a ce qu'on appelle les combles perdus, qui sont un volume d'air de plusieurs dizaines de centimètres de hauteur entre la couverture et le plafond du logement en dessous. Très souvent, ça a été mangé. Quand les appartements de chambres de bonne ont été rassemblés, c'est pas rare de voir des situations où ces combles perdus ont été mangés pour faire un plafond cathédral. Ça augmente les volumes, etc. C'est très sympa. Sauf que, du point de vue de la thermique du bâtiment, ce que ça change, c'est qu'on passe d'une lame d'air de plusieurs dizaines de centimètres d'épaisseur pour couper un peu cette transmission de chaleur et Qui est pour très isolante. aérer. Ouais. Bah, ça va dépendre. Alors, jusqu'où elle est isolante, c'est pas simple de répondre, mais voilà, elle est très ventilée, donc en fait l'air est renouvelé, ça brasse, et du coup ça coupe cette transmission par mouvement d'air. Je ne sais pas si on peut dire que c'est isolant, mais en tout cas ça protège. À une lame d'air qui va faire, selon la norme, 4 cm d'épaisseur. Et 4 cm, c'est pas 40. Et du coup, pour le coup, là, même si l'air circule, il va s'échauffer et transmettre davantage la chaleur en dessous. Et il manquerait plus qu'on est peu isolé pour pas trop manger de volume à l'intérieur, qu'on serait bien embêté. Il y a aussi la problématique des fenêtres de toit, qui en fait sont des super capteurs solaires pour l'été, puisqu'ils sont sur pente faible. C'est difficile, aussi bien pour des raisons économiques que de validation réglementaire, de mettre un volet extérieur sur les Velux. Il y a plein d'endroits où on n'y arrive pas. Et en fait, même pour 1 mètre carré de surface, bah, c'est 1000 watts qui rentrent une bonne partie de la journée, parce que c'est très dégagé, il y a très peu de choses qui font de l'ombre. Et donc en fait, on ne sait pas bien mettre le doigt sur la cause principale des malheurs des habitats sous les toits haussmanniens. Peut-être que le zinc a un rôle, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas le seul. Il y a aussi ces histoires de fenêtres, c'est aussi ces histoires est-ce que c'est des logements qui sont ventilables facilement avec des circulations traversantes? Quand les appartements étaient réunis, plus que quand c'est encore des chambres de bonne. Quelle est l'isolation du toit? Souvent, elle n'est pas très importante, mais c'est très inégalitaire, on ne sait pas très bien. Donc il y a plein de questions en fait sur les toits en zinc, et dire il faut tout peindre en blanc, on ne sait pas pour l'instant s'il faut tout peindre en blanc. Peut-être que ça changerait quelque chose, encore que. Et finalement, juste pour conclure, il y a une autre propriété du zinc dont personne ne parle, qui pourtant du point de vue du thermicien est fondamentale, c'est que donc on a parlé de l'albédo, qui est la capacité à réfléchir la chaleur du soleil, donc qui intervient plutôt en journée. J'ai parlé plusieurs fois du rayonnement thermique des surfaces. Ce rayonnement thermique dépend de la température de la surface, mais aussi d'une propriété qui s'appelle l'émissivité. Donc c'est la proportion de cette surface à émettre un rayonnement thermique proportionnel à sa température de surface. Dans la vie courante, la plupart des matériaux ont des émissivités élevées. Au-dessus de, donc pareil que pour l'albédo, on est entre 0 et 1, donc au-dessus de 0,8, 0,9, assez classiquement. Sauf pour les surfaces métalliques non traitées. Le toit en zinc est une surface métallique non traitée. Et donc on sait qu'à la pose, le zinc neuf, je le disais tout à l'heure, il a un albédo super élevé, très proche de 1 même. À l'inverse, il a une émissivité très proche de 0. Donc très très faible. Donc la chaleur qu'il va accumuler, il ne pourra pas, en tout cas tant que cette émissivité est faible, la restituer par rayonnement thermique, et du coup vers la voûte céleste. Donc il ne peut que la libérer par convection, échange avec l'air. En vieillissant, on sait que l'émissivité augmente. Nous, on a eu l'occasion de caractériser des surfaces de zinc qui étaient récupérées sur des toitures anciennes où on avait atteint la centaine d'années. Et là, on est très proche de 1 en émissivité. Mais à quelle vitesse on passe de 0 à 1 est complètement inconnu. Ça dépend certainement du contexte, de la pollution de l'air, de la pluviométrie, de tout un tas de choses. En tout cas, on ne sait pas. Et donc, est-ce que c'est vraiment sur l'albédo qu'il faut jouer, ou est-ce que c'est sur l'émissivité, qui n'implique pas la couleur, puisque c'est que dans le thermique, est une grande question ouverte. Et est-ce que c'est la faute du zinc tout court, ou est-ce que c'est tous les autres paramètres qui dominent? Ça non plus, on ne sait pas. Tu le disais, juste pour revenir là-dessus, tout à l'heure, oui, effectivement, il y a des propriétés mécaniques, des matériaux pour supporter des 35 tonnes. Hormis sur la route en elle-même, est-ce qu'il faut débétonner, typiquement? Alors oui, en fait, la réponse la plus courte à ta question, c'est que là où on peut, il faut végétaliser et débétonner le plus possible. Alors en zone urbaine dense, c'est compliqué parce qu'en fait,
sous le trottoir, il y a plein d'infrastructures, des réseaux d'électricité, des réseaux d'eau, les égouts, les réseaux de télécom, les réseaux de gaz, etc., 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 le réseau de chaleur, le réseau de froid. Et donc, en fait, c'est pas du tout des espaces libres qui sont juste refermés. C'est des espaces qui sont très densément occupés. Et qu'il faut donc protéger. Alors, il y a un enjeu de, tu veux dire, protéger ces infrastructures de la Ouais, chaleur? de l'eau, de la chaleur, Alors, bah, des deux. C'est-à-dire qu'il y a des zones où on ne peut pas juste l'ouvrir parce qu'il y a des choses en dessous qui ne sont pas compatibles avec de l'eau qui s'infiltre. À l'inverse, ces réseaux ne sont pas forcément compatibles avec des températures très élevées. On sait notamment que le réseau électrique, il y a des points de jonction qui claquent quand la température dépasse un certain seuil. Donc il y a un enjeu aussi à ce que ces trottoirs soient pas trop chauds pour que le réseau tienne, notamment en pic de chaleur si tout le monde a la clim. Ça serait pas mal. Donc il y a pas mal de choses comme ça. Avec cet objectif que voilà, débétonner le plus possible, là où la contrainte mécanique ou la contrainte de circulation le permet, désimperméabiliser là où c'est possible, végétaliser le plus possible. Mais forcément, il y a des zones où on ne pourra pas. Et quand bien même on pouvait, est-ce que les citadins en plein cœur de Paris ou d'autres agglomérations sont prêts à accepter que le jour où il pleut, c'est la gadoue sur le trottoir? Pas forcément.